Je voudrais d'abord remercier vous tous, mesdames et messieurs, qui êtes ici présentes et présents pour, malgré le ciel gaulois qui nous tombe sur la tête. Je voudrais remercier d'abord l'Université de La Rochelle qui m'accueille aujourd'hui, le Rotary, dont la conscience de l'éthique et l'organisation régionale et locale témoignent de l'intérêt qu'ils portent à cette problématique. Celle-ci rejoint la mienne, elle est au cœur de mes préoccupations depuis mon entrée à l'École supérieure de journalisme de Lille en 1969 et a duré tout le long de ma carrière, et je vous expliquerai un petit peu les différentes étapes que j'ai pu traverser. Et mon prochain livre, à dimension philosophique, tendra à démontrer que tout est éthique pour l'homme dès qu'il est question de savoir ou de connaître. Et donc, a fortiori, quand il s'agit des journalistes, qui sont attendus par les citoyens, par la population, pour être ceux qui sont payés pour donner une information fiable sur laquelle les citoyens peuvent se baser pour prendre leurs décisions personnelles ou politiques, ou sociales, ou quelques domaines que ce soit. Alors, avant d'entrer un petit peu dans le détail, je vais vous présenter un diaporama avec les différentes étapes sur ce chemin vers la vérité. Vous verrez que j'emploie ce mot qui est aujourd'hui un petit peu tabou dans la profession, et on verra exactement pourquoi. D'abord, en préambule, je voudrais dire que cette profession me tient énormément à cœur. Et j'aime énormément ma profession. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'intérêts. On est tout le temps à rencontrer des personnes différentes, des personnes qui nous remettent en cause ou qui nous apprennent beaucoup de choses. Et c'est une profession qui, malheureusement, est assez décriée aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas besoin tellement d'insister là-dessus. Les sondages d'opinion montrent que les journalistes sont, avec les hommes politiques, les derniers de la liste en termes de confiance. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme sondage, mais ils sont récurrents d'année en année. Et ils nous montrent que la presse n'a pas bonne presse, justement, dans l'opinion. À tel point même que parfois dans des manifestations, il y a des journalistes qui sont agressés simplement parce qu'ils sont là avec leur caméra. Et mes confrères ne comprennent pas pourquoi, et je pense qu'on aura quelques éléments de réponse ce soir. Donc je voudrais dire aussi, avant de commencer directement, que c'est une profession qui, malgré toutes les critiques, je vais être très critique envers elle, aussi bien qu'envers les médias, c'est une des professions qui continue à payer de leur vie l'exercice de leurs fonctions, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran, que ce soit au Mexique. Sachez que déjà en 2022, il y a eu 52 journalistes tués dans le monde, Donc c'est un métier à risque. Je pense que ce courage, cette ambition d'être témoin pour les autres, il y a un altruisme qu'il faut souligner et qui est en contrepartie l'heureux penchant de la balance dont nous allons voir l'autre côté maintenant. Donc quelques mots, je reviens sur ma biographie parce que après avoir fait l'école de journalisme, j'ai voulu être reporter local. Et je pense que c'est une très très bonne formation pour un journaliste, même s'il a l'ambition d'être un journaliste à l'international ou dans une spécialité artistique, médicale, agricole, peu importe le thème. Mais faire du local, c'est se confronter à la réalité concrète des citoyens sur lesquels on porte un éclairage. Quand j'ai commencé ma carrière à Carvin, près de Lille, dans le département du Pas-de-Calais, en tant que reporter de La Voix du Nord, du quotidien. Et il y avait eu des inondations dans un quartier de la ville. J'étais allé faire des photos, un très beau reportage avec des inondations, des maisons entourées d'eau complètement. Et puis j'avais eu le malheur de faire une légende où on voyait le garage qui était rempli à moitié d'eau. J'ai dit, le malheureux propriétaire ne pourra pas rentrer chez lui avec sa voiture, à moins qu'elle soit amphibie. Eh bien, ça l'a énervé, parce que j'ai plaisanté sur ce qu'il vivait comme un drame, comme quelque chose de très difficile. Donc je l'ai eu le lendemain au bureau, il voulait me casser la figure. Et heureusement, le chef d'agence était là, et il s'est interposé, il a réussi à le calmer, etc. Il a pris ma défense, il a expliqué que j'étais un jeune journaliste, que je débutais, etc. Bon, il a noyé le poisson, si on peut dire. C'est le cas de le dire même. Et donc, ça, c'est une très bonne école
parce que ce qui manque à beaucoup de journalistes et à beaucoup de ceux qui informent, c'est de ne pas être les témoins des réactions qu'ils provoquent chez leurs lecteurs d'une part et chez les gens de qui ils parlent. Et nous verrons combien ce point-là est capital pour une qualité de l'information à venir, j'espère, dans les années qui viennent. Donc ensuite, j'ai été responsable de publication municipale. Alors là aussi, c'est une expérience excellente de formation quand un journaliste commence, puisque j'étais à la fois avec des élus, donc il y a un aspect politique de l'information, un aspect propagande, mais aussi un aspect d'explication, rendre compte des deniers déboursés par la municipalité, des décisions politiques, etc. Et puis il y a les techniciens de la municipalité, que ce soit le secrétaire général, que ce soit le chef de la voirie, etc. C'est des gens qui m'ont énormément appris sur la gestion. Et puis il y a les citoyens qui viennent en mairie tous les jours, qui demandent des comptes. Et c'était très très intéressant, très formateur de rencontrer tous ces gens-là. Et donc j'avais une expérience qui a fait que j'ai été débauché, je dirais, pour intégrer la Gazette des communes, qui est un hebdomadaire du groupe du moniteur des travaux publics. Ce sont des gens que les élus connaissent bien, que les municipaux, que tous les fonctionnaires territoriaux connaissent bien. Là aussi, donc j'ai appris beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, puisque je parlais de l'urbanisme, je parlais du social, etc. Et donc, ça m'a donné une ouverture, un grand balayage de thèmes qui m'ont fait comprendre que les préoccupations toujours des gens étaient au final celles qui devaient primer en moi dans les informations que je donnais. Mais arriver à faire le jonglage entre le maire, l'adjoint et l'élu de l'opposition, assister avec toute cette bagarre, puis voir le technicien qui dit mais c'est pas possible, ou ceci vaudrait mieux faire ça, mais il y a l'habitant du quartier qui vient rouspéter, enfin, on est au cœur de l'action. Donc j'ai pu comme ça bâtir un journalisme à la fois de terrain et de préoccupations concrètes des choses humaines. Et à l'époque, nous étions en 92, c'était l'événement de Rio international où on commençait à prendre en compte les questions de développement durable et d'environnement. Moi, j'étais très concerné par tout ça et on m'a demandé de venir intégrer la rédaction du journal Décision Environnement qui s'adressait aux techniciens, aux élus et aussi aux responsables d'entreprises, ce qu'on appelait les DIRAN, les directeurs environnement dans les entreprises, dont les lois commençaient à les obliger à traiter les déchets, à récupérer l'eau, etc. C'était très très neuf à l'époque et il fallait une revue pour donner toute l'expertise, la parole aux experts, la parole aussi à ceux qui fabriquaient les lois qui allaient devenir de plus en plus contraignantes dans ce domaine, et je parle notamment du recyclage et tout ça. Et mon expertise particulière des municipalités a fait que j'ai créé une lettre d'information qui s'appelait Mairie verte, qui s'adressait aussi bien au département, à la région, mais enfin à tous les fonctionnaires des collectivités, vraiment axée sur la prise en compte de l'environnement. J'ai fini par quitter Décision Environnement le jour où le magazine a été racheté par un fonds de pension américaine dont la première décision a été de licencier le rédacteur en chef pour nommer à sa place le rédacteur en chef adjoint, mais qui n'a pas pris le poste de rédacteur en chef, mais la fonction. Mais il n'a pas pris le poste parce qu'il aurait fallu le payer à mon niveau, plus cher. Donc ils ont gardé la fonction, ils lui ont donné le rôle concret de rédacteur en chef, mais à ma place, ils ont employé un jeune journaliste débutant, donc il pouvait payer 2 fois moins cher que moi. Et donc j'avais là en même temps l'idée concrète que les finances, c'était important en matière de presse, et que même si on se veut libre, même si on se veut indépendant, même si on se veut compétent, il y a tout ça à tenir compte dans la question de l'information. Alors ensuite, j'ai terminé ma carrière journalistique, puisque maintenant je suis à la retraite depuis 10 ans, tout juste. J'ai eu la chance d'avoir un financement de mécénat pour créer un site internet qui s'appelle ouverture avec un s.net, qui était gratuit.
Et donc j'ai pu avoir une liberté de parole totale, puisque le mécène ne s'occupait absolument pas du contenu, il s'occupait simplement du fait que, d'une part, je m'intéressais à la diffusion de l'environnement et de la préoccupation d'écologie dans la société, et des alternatives. Il y a toujours eu en France une certaine réticence et même parfois un refus de ces différences. Je suppose que certaines parmi vous en savent quelque chose. Mais j'ai voulu toujours les traiter de façon journalistique. Par la même occasion, j'ai été formateur, donc en journalisme et en théologie. J'étais donc formateur au CNED, l'enseignement à distance, l'ESTACOM à Bourges, et puis l'EMI, l'école des métiers de l'information, où je formais des gens qui se recyclaient, qui voulaient changer de métier, qui voulaient connaître les fondements de la profession, ce qui m'a amené justement pour accomplir cette tâche à faire un guide pour ces gens-là, puisque à l'époque il n'y avait pas vraiment d'ouvrage pour des gens qui s'intéressaient, par exemple, être responsable d'un bulletin municipal ou d'être rédacteur dans une association. Il y a des rubriques, il faut savoir comment présenter une information, etc. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le guide de l'écriture journalistique », qui donne les bases du métier. Bien sûr, il est commandable sur Internet. L'idée, ce n'est pas un guide pour le futur journaliste, c'est bien un guide d'écriture journalistique pour tout le monde, pour tout citoyen. Mais ça donne les clés du fonctionnement de ce qu'est un média et de ce qu'est une profession journalistique. Alors, en même temps, ma préoccupation, c'était, depuis l'entrée dans l'école du journalisme, le fait que, justement, la pression financière, la publicité, le fait que de plus en plus de médias étaient rachetés par des patrons d'entreprises, par des groupes financiers, etc., je voyais que de plus en plus, l'idéal d'informer correctement le citoyen échappait aux médias lui-même, de plus en plus, et quels que soient les médias, à tel point qu'à l'époque où j'ai commencé ma carrière, les rédacteurs en chef, les directeurs de journaux étaient des journalistes, d'anciens journalistes qui étaient formés. Maintenant, c'est des gestionnaires, c'est des financiers, etc. Il n'y a plus personne de la profession. Les journalistes se battent pour essayer de faire passer leurs exigences, etc. C'est pour ça que, face à la situation que je dis catastrophique de l'éthique dans le domaine journalistique, je ne jette pas la pierre à mes confrères, parce que c'est très 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 difficile d'avoir une parole indépendante quand on est salarié d'un patron de presse, sachant que le salarié a devoir d'obéissance comme n'importe quel autre salarié. C'est pas, comme on le croit, quelqu'un qui a sa liberté d'expression et qui fait ce qu'il a envie de faire, de présenter son information comme il a envie de la présenter. Non, non, il a d'abord à respecter une ligne éditoriale, ça c'est normal, mais en même temps, il ne doit pas toucher aux intérêts du journal, quel qu'il soit. Donc il a tout un secteur qu'il ne doit pas aborder d'une certaine façon, et c'est pour ça que vous avez maintenant à la tête des principaux médias beaucoup de gens qui sont intégrés dans la vie économique, qui vivent parfois de la commande publique et qui ont ce moyen, je dirais, soft, pas d'imposer une ligne ni une censure. La plupart du temps, ils n'interviennent pas. Les journalistes s'auto-censurent assez facilement, sachant très bien que telle ou telle information risque de déplaire aux actionnaires ou aux publicitaires, etc. Et j'ai vécu des expériences dans ce domaine. Ça serait beaucoup trop long de vous le raconter. Je pense que vous êtes suffisamment déjà instruit sur cette situation pour ne pas m'étendre là-dessus. Donc, j'ai publié un livre qui s'appelle « L'information responsable, un défi démocratique ». Les principes à respecter pour construire une information qui soit fiable pour le lecteur et qui donne donc une idée des procédures nécessaires pour avoir une information de qualité. Je parle de procédures exprès, j'emploie ce terme pour faire un rapprochement avec ce qu'on peut trouver dans les normes de qualité comme l'ISO 9000 ou l'ISO 14000 pour les normes qui existent en matière de qualité ou de développement durable. Vous savez que les entreprises donc, ont des cahiers des charges dans ces domaines-là.
et que ce qu'on peut vérifier, c'est s'il respecte les différentes étapes de production. Donc on ne va pas... je veux dire, la norme ne sanctifie pas que le produit, par exemple, est écologique, mais il peut prouver, affirmer que pour produire tel ou tel produit, l'entreprise a respecté son cahier des charges de retraitement des déchets, de recyclage, de pollution, de communication pour la population, etc. Et en même temps, donc, vous avez dans ce document un peu toute la quintessence de ce que j'ai appris, notamment aussi la différence qu'il peut y avoir entre communication et information. Je dis facilement que la communication, c'est ce qui est publié par un donneur d'ordre qui sait ce qu'il veut dire, qui sait ce qu'il veut faire passer comme message, et il sait que toutes les informations qui risquent de dénaturer ce message ou de le rendre moins attractif, elles ne figureront pas dans la communication, dans la publicité, dans la propagande. La communication, c'est ce qui arrange le donneur d'ordre, alors que la presse, c'est ce qui dérange. C'est le fait qu'on va soulever le voile, chercher la petite bête, etc. Parfois beaucoup trop, on a fait souvent ce reproche, mais c'est vraiment deux mondes différents et malheureusement, de plus en plus aujourd'hui, nous avons une information qui est dépendante de ce qu'on appelle le buzz, qui est dépendante en même temps, je viens d'en parler, des nécessités financières, ce qui fait que ce qui intéresse le producteur d'informations de terrain qui est le journaliste, c'est plus comment est-ce que son information va être reprise, quelle diffusion elle va avoir, est-ce qu'il va y avoir du monde qui va me lire, et du coup la qualité elle baisse d'autant parce que c'est pas la priorité, à tel point que nous arrivons au cœur de mon sujet. Le 12 juin 2019 à Tunis, la charte mondiale d'éthique des journalistes a été remodelée. Et son principal changement a été, voilà, vous pouvez lire, à vif regret, la modification de l'article 1, qui était, avant cette modification, respecter la vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le devoir primordial du journaliste. Et donc ils ont transformé ça en disant respecter les faits et le droit que le public a de les connaître constitue le devoir primordial d'une journaliste. Respecter les faits à la place de respecter la vérité. Là, moi j'ai eu un choc. Là, j'ai dit, là, la profession, là, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. On est en train d'acter, en fait, la démission du rôle premier du journaliste. Il y a des chartes dans différents pays. Cette charte, c'est une charte internationale. Il y a énormément de pays qui participent à cette fédération. Et c'est la seule charte internationale, donc je ne dirais pas qui s'impose, puisque les chartes ne s'imposent pas, mais qui chapeaute la déontologie de tous les journalistes du monde, pratiquement. J'ai écrit au directeur, au secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes pour lui dire mon trouble, mon mécontentement. Donc là, dans cette diapositive, vous avez, à partir du bas, l'article le plus ancien, les journalistes adoptent une nouvelle charte mondiale d'éthique, avec, à la fin de cet article, l'interrogation que nous avions vue précédente, avec donc respecter la quête de la vérité est à mes yeux un devoir essentiel du journaliste, même s'il est difficile de définir ce qu'est cette valeur suprême. Sans cette exigence que s'impose tout informateur honnête et sérieux, n'importe quel fait, même rigoureusement écrit, peut, s'il n'est pas placé dans une recherche plus haute de justesse et de pertinence et de contexte, je rajouterais, servir l'intérêt masqué, notamment idéologique, le mensonge, l'à peu près, voire l'erreur.
Donc, en fait, la recherche de vérité, c'est une garantie que l'on va tout faire pour débusquer l'erreur, le mensonge, ce qui ne colle pas avec la réalité. Et donc, la lettre d'après, voilà, vous avez la réponse du directeur de la Fédération internationale des journalistes. Merci pour votre papier. Concernant la vérité dont vous faites mention, nous avons eu un débat en plénière à Tunis et tout le monde était d'accord sur le principe que la vérité est le fondement de notre profession, mais qu'elle peut malheureusement être soumise à interprétation. Avec les réseaux sociaux notamment, comme vous le mentionnez, la vérité des uns n'est pas toujours la vérité des autres. Il est parfois compliqué de rétablir les faits. En revanche, les faits, eux, sont précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si je passe à une autre valeur essentielle dans notre société qu'est la justice, par exemple, ou les trois valeurs principales de notre pays, liberté, égalité, fraternité, ça veut dire que, comme la justice, on ne peut pas l'atteindre, donc on enlève, on ne fait plus le ministère de la Justice, on fait ministère des conflits et du traitement des conflits ou un truc comme ça. Et on s'occupe que des faits, etc. Mais si on n'a pas un idéal, si on ne met pas en avant une valeur, s'il n'y a pas une recherche qui nous impose de tout faire pour aller au-delà des simples constats, la spécificité même du métier de journaliste disparaît. C'est pour ça que dans l'article que j'ai fait et qui est paru dans les Cahiers du journalisme, qui est une revue universitaire réalisée par l'Université de Laval au Québec et de Lille, avec l'école de journalisme, eh bien, voilà, vous pouvez lire dans le chapeau la question que je me pose: faut-il accepter cette disparition sans autre forme de procès? Et ça, je veux dire, c'est vraiment très grave parce que on est dans un renoncement, une abdication, et j'ai souvent discuté avec mes confrères sur ce sujet-là, donc ils disent tous, c'est la même question pour l'objectivité. L'objectivité, on ne peut pas être objectif. C'est vrai que c'est impossible d'être objectif, étant donné que, dans l'absolu, étant donné que objectif, c'est ce qui peut être vu sans qu'il y ait un sujet qui en parle. S'il n'y a pas de sujet qui en parle, on ne peut pas parler d'un sujet. Donc il n'y a pas d'objectivité pure, absolue. C'est une aporie, c'est quelque chose d'absurde qui ne peut pas se comprendre. Alors il peut y avoir, par contre, une recherche d'objectivité. Il peut y avoir une exigence d'objectivité. Je note que l'exigence de vérité, là, dans la Déclaration internationale sur l'information et la démocratie de Reporters sans frontières, qui est une autre association de journalistes, cette exigence de vérité, elle est centrale. De même, si vous regardez dans Déontologie du journalisme dans Wikipédia, on trouve la vérité, la rigueur, l'exactitude, l'intégrité, l'équité et l'imputabilité comme normes premières auxquelles le journaliste doit s'astreindre. Au Canada, Marc-François Bernier, qui est un collègue que je connais bien, il dit bien que la vérité constitue un des piliers normatifs du journaliste. Donc, on arrive à une situation qui pour moi, m'avait vraiment heurté, scandalisé, parce que depuis plusieurs années, je militais pour une exigence d'objectivité, pour le fait de savoir comment on pourrait mettre en œuvre une information plus fiable, comment retrouver une crédibilité auprès des lecteurs. Et je n'ai jamais été entendu. On m'a toujours traité d'utopiste, d'idéaliste, etc. Oui, l'idéal, quand M. Millot a parlé de l'idéal de la paix dans le monde, c'est un idéal qu'il a mis en avant. Et c'est pour une bonne raison. C'est que si on dit, comme c'est un idéal, on ne recherche plus la paix dans le monde, profitons de la vie ou laissons faire et puis faisons n'importe quoi. C'est pas possible. On ne peut pas abdiquer ça. On peut pas renoncer à nos valeurs. Et pour moi, l'exigence de vérité est la valeur suprême qui a été mise en œuvre dans la plupart des codes de déontologie. J'ai importé ici un petit fascicule où il y a les codes et les chartes de déontologie dans le monde. Eh bien,
pratiquement toutes mettent l'exigence de vérité en premier lieu. Certains disent respecter la vérité en priorité, d'autres vont aller jusqu'à rechercher la vérité. Et dans rechercher la vérité, c'est mettre la barre un peu plus haut encore, et on le voit dans assez peu de pays, en Suisse et aux USA, par exemple, et on voit des choses comme les normes et règles éthiques du Washington Post, qui s'engage à rechercher la vérité avec ténacité, responsabilité et respect de l'équité, sans craindre ni favoriser aucun intérêt particulier. Et le Washington Post avait aussi publié ces principes. La première mission d'un journal est de dire la vérité, d'aussi près que la vérité peut être établie. Donc on peut quand même conserver en cherchant à l'approcher le plus près possible. Mais pourquoi l'enlever? Donc quand Agnès, tout à l'heure, tu as dit que la charte de la Fédération des journalistes ne s'engage pas dans ce sens, c'est pire que ça. C'est qu'elle s'engageait avant dans ce sens, mais elle renonce désormais à l'exigence de vérité. Et il n'y a pas un seul journaliste en France qui a réagi, à part votre serviteur. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est moi qui suis fou, qui suis vraiment un rêveur, un idéaliste, que je veux n'importe quoi? Ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose de grave qui se passe au niveau de la profession et qui fait qu'on ne peut pas revendiquer une fiabilité auprès de mes lecteurs si on renonce à cette exigence-là? Et donc, il y a environ 36 000 journalistes en France, donc il y en a un sur 36 qui n'est pas content et qui le dit. Alors, j'ai écrit aussi à... Est-ce que je l'ai noté ici? Oui, lettre ouverte à Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, à propos de la vérité. Donc je lui ai expliqué comment ça se fait. Parce que dans la charte des journalistes français, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la vérité, justement. Alors peut-être qu'elle a trouvé ça, que c'était bien, que c'était plus réaliste. Parce que souvent j'ai entendu, quand j'ai parlé de cette exigence de vérité à mes confrères, ils me disent « Oui, mais les Américains, tu sais très bien, c'est des grands enfants. Ils croient que la vérité existe, ils croient que l'objectivité existe. Mais nous sommes plus intelligents. Nous avons eu le siècle des Lumières. Nous, on sait très bien que la vérité ni l'objectivité ne sont possibles. Donc, les Américains, c'est bien pour eux, mais pour nous, on est plus adultes que ça, quoi. » J'ai entendu ça comme réponse. Et en France, on va vous donner ce qui est dit sur ce thème approchant dans la charte française. Donc, le premier point, c'est prendre la responsabilité de tous ses écrits. D'accord, le médecin, n'importe quel travailleur responsable, honnête, partagera cette même disposition. Mais voilà, surtout, tient la calomnie, l'accusation sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles. Voilà, c'est tout ce qui est dit concernant la qualité même de vérité d'une information. Alors que il y a une autre charte qui est connue et respectée en général en Europe, c'est la Déclaration des droits et des devoirs des journalistes, qui a été adoptée en 1971 à Munich, et dont le premier point de la Déclaration des devoirs, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même. Et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Donc il y a 2 fois le mot vérité dans le premier article de cette charte. Alors là, je vous ai donné quelques extraits de cette sociologue franco-israélienne, Eva Ilius, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, et qui est considérée comme une des 12 plus grandes intellectuelles les plus influentes dans le monde. C'est vraiment essentiel dans le domaine moral, dans le domaine politique. Moi, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est le dernier extrait. Seule la recherche de la vérité nous oblige à réfléchir, à argumenter, à nous justifier. Et ça, c'est un point qui, malheureusement, est très très peu possible dans le système médiatique et informationnel français. Il n'y a pas
de lieux où on peut vraiment interpeller les journalistes et où ils peuvent s'expliquer. On peut envoyer un courrier des lecteurs, mais les courriers des lecteurs, ils sont très très rares. Surtout que maintenant, il y a Internet et que les lecteurs peuvent commenter. Alors les journalistes disent que, bon, un courrier des lecteurs, sauf si c'est quelqu'un d'influent, d'important, bon, ben, on va le mettre en avant, on va le publier. Et de même pour le correctif, puisque là, ce qu'elle dit aussi, hein, nous oblige à examiner des preuves, à douter et à réviser notre propre jugement. Avec comme conséquence un point qui est noté dans plusieurs chartes de journalistes et qui est très très peu respecté, c'est le devoir de corriger l'information. Vous savez que les rectificatifs dans les journaux ont pratiquement tous disparu. Il n'existe pas à la télévision, il n'existe pas à la radio, sauf si vous êtes un ministre ou si vous êtes un homme politique influent ou une grande star. On vous donne un droit de réponse en direct le lendemain dans l'émission suivante. Mais si vous êtes un petit habitant de La Rochelle ou de Marmagne, où j'habite actuellement dans Saône-et-Loire, j'ai aucune chance de pouvoir contester les faits qui me sont reprochés. Alors là, trois points. Les journalistes, ils sont titillés par le fait que Internet est en train de tellement prendre de l'ampleur que leurs informations, qu'ils pensaient être le parangon de la qualité de l'information, ben, elles commencent à être mises à mal parce qu'il y a des tas d'informations qui sortent sur Internet, dont certaines sont réellement des rumeurs épouvantables, mais dont d'autres sont des vérités que les journalistes ne donnent pas. Et que les acteurs qui sont concernés par ces informations-là n'ont aucun moyen de faire passer dans les médias. Et donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle le fact-checking, hein, les vérificateurs. Vous en avez sur France Info, vous en avez sur LCI, et Le Monde fait un article en parlant de la labellisation de l'information. Ça, c'était une idée que j'avais développée il y a très très longtemps, en disant que les journalistes devraient donner des garanties sur la façon dont ils fabriquent l'information pour qu'on puisse saisir une instance pour leur demander des comptes, de se justifier justement par rapport à ce qu'ils ont écrit. Un mot tout à fait excessif, puisque en général, pour obtenir une labellisation, c'est un vérificateur extérieur qui vient voir si toutes les procédures ont été respectées. Alors que là, eux, ils sont jugés partis. Ils produisent de l'information et puis ils vont faire de la vérification de ce que disent les autres, qu'ils traitent de complotistes, etc. Et, par exemple, ici, vous avez un article que j'ai publié dans les cahiers du journalisme, un second article sur le fait que le terme de complotisme est souvent employé pour éviter d'approfondir l'information qui les dérange ou qui dérange la version officielle des faits. Et on a vu combien, au cours de ces récentes périodes, à propos de la Covid, on ne savait plus quelle vérité, sur quel pied danser, qui croire. Même les instances officielles, on a des prix Nobel qui sont traités de charlatans. On a des médecins de quartier qui deviennent des commentateurs sur LCI. Enfin, on ne sait plus à qui se fier, où trouver une information juste. Et donc là-dessus, vous voyez sur la page de droite, aucune instance reconnue par tous ne permet de vérifier que les critères de fabrication de l'information sont bien respectés. C'est pour ça que j'avais, avec un ancien journaliste, créé l'APCP, une association de préfiguration d'un conseil de presse. Un conseil de presse, c'est justement une médiation que le public peut saisir quand il constate une dérive déontologique. Il va déposer une plainte au conseil de presse. Le conseil de presse, c'est une association indépendante où il y a des patrons de presse, des journalistes et des représentants du public. Et ils vont analyser les faits et déclarer, donner des avis en disant là il y a eu dérive journalistique, là le journaliste a fait son boulot, il faut que le public apprenne à encaisser même si l'information est désagréable. Enfin voilà, ils ont un avis
qui est traité par 3 commissions différentes, ce qui permet d'être intéressant. Et cet APCP s'est sabordé pour donner naissance à un conseil de déontologie journalistique et de médiation dont Agnès vous a parlé, qui est né tout à fait récemment, et qui fonctionne aujourd'hui. Et vous voyez par exemple ici, sur la droite, le monde et la déontologie, une réponse du CDJM. Donc ce monsieur, un chercheur, directeur de l'IRIS, monsieur Boniface, est tout content parce que le conseil a dit, il a tapé sur les doigts du monde en disant que déontologiquement, ils ont failli. Donc ça existe, c'est possible, vous pouvez l'utiliser, il faut le faire connaître, c'est quelque chose sur lequel j'ai milité depuis 30 ans et on me riait énormément dessus à l'époque, mais aujourd'hui je suis content, ça existe. Et d'ailleurs, vous voyez sur la page de gauche, quand le CDJM est né, encore critiqué par les médias, pourquoi la création d'un conseil divise les journalistes, va des rétro au conseil déontologique, le conseil est un piège, enfin il y a eu vraiment un bouclier de confrères offusqués qu'on puisse limiter ainsi, croit-il, leur liberté d'expression, alors que ça ne limite en rien leur liberté, mais ça les oblige à plus de qualité. Alors je vais passer très vite, puisque je vois que l'heure tourne. Donc vous trouverez sur cette diapositive qui sera publiée sur le site de l'université, c'est ça? Et donc tous ces éléments, vous les verrez, mais je donne ce qu'est une recherche de vérité, ce qu'est une information journalistique digne de ce nom. Donc bien sûr, c'est une information idéale, mais on a les moyens, là, de tester à chaque fois si le journaliste a fait ou non son travail. Là, sur le site ouverture, vous trouverez la démarche Verital pour favoriser une information responsable. Sur la page de droite, vous voyez la grille qui permet d'étudier si les différents points qui permettent de vérifier s'ils ont été respectés ou non. Là, vous voyez une description plus complète de la grille Verital, avec à droite le tableau où on peut cocher les réponses oui, non, et sur la gauche, les descriptions des différents items qu'il faut vérifier. Là, je présente la nécessité de conserver la recherche de l'objectivité en disant que c'est une ascèse, et là on revient au travail sur soi du journaliste, se connaître soi-même, c'est-à-dire que le journaliste doit connaître ses propres présupposés et ses préjugés. S'il ne les connaît pas, il va réagir avec des biais cognitifs, et comme une mécanique inconsciente. Il y a plein d'idées que nous avons qui s'imposent à nous si on ne fait pas le travail d'aller au-delà. Et un des points les plus importants, je pense, dans mon travail en relation avec les gens que j'interviewe, c'est que je m'arrange pour que si je retranscris les propos de la personne, celui-ci doit pouvoir les approuver. Il doit pouvoir dire « oui, c'est bien ce que j'ai dit ». Si le journaliste ne fait pas ce travail, il fait dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est pour ça que vous avez constamment des controverses en disant « même, je n'ai pas dit ça, le journaliste, il l'a interprété, etc. » Il y a une part de vrai, mais il y a une part de faux. Mais souvent, voilà, le journaliste arrange à sa sauce les propos de l'interlocuteur pour pouvoir le descendre ou au contraire le mettre en avant. Dans ce petit guide « Décrypter l'information », je l'ai fait justement pour le grand public en disant que c'est important aujourd'hui d'avoir un esprit critique. C'est différent d'un esprit de critique. Un esprit critique commence d'abord par soi-même. Se connaître, connaître ses failles, connaître ses présupposés. Et Garmorin disait « je me méfie de ma méfiance et je me méfie de ma confiance ». Et c'est important de penser que quand on accorde confiance, c'est toujours un choix. Et c'est là où il y a une valeur éthique, c'est là où il y a une valeur humaine, c'est là où il y a une valeur sur laquelle on travaille ou pas. Je vous conseille 2 livres, absolument, si cette question vous intéresse, « Journalisme et vérité » de Daniel Cornu, qui est un ponte sur ce sujet-là. Et pour sortir du XXe siècle,
Edgar Morin, qui s'était laissé entraîner par les attraits du communisme soviétique et qui avait cru, qui s'était engagé avec les communistes et tout, puis qui s'est aperçu, qui après a fait tout un travail pour mais comment moi, un intellectuel, j'ai pu me laisser prendre à ce point. Et donc ce livre est passionnant. Là, je vous montre combien, vous les connaissez sans doute, mais les petits carrés A et B à gauche, au pied de la tour verte, il y a 2 carrés. Dans le premier de gauche, A et B paraissent noir et blanc, et en fait, ils sont exactement de la même couleur. Et pour les apercevoir, donc, on fait un tunnel où on voit qu'effectivement, c'est la même couleur, mais c'est tout l'environnement qui fait qu'on les voit différemment. Donc, ce qui fait qu'un journaliste qui ne fait pas ce travail sur lui, il voit quelque chose, il dit c'est scandaleux. Ah ben oui, mais c'est scandaleux parce qu'il a oublié de traiter, de voir ça, etc. En même temps, le chat, on ne sait pas s'il monte ou s'il descend. Donc là aussi, on a besoin du contexte. Vous pouvez choisir les deux. Et le lapin-canard, c'est pareil. Vous pouvez voir un lapin, vous pouvez voir un canard. Là aussi, vous voyez une illustration qu'un même objet peut engendrer 2 points de vue. Si vous êtes à gauche, vous voyez un rectangle. Si vous êtes à droite, vous voyez un cercle. Ce qui fait que, hop, là vous avez, ceci est la vérité. Ceci est vrai, ceci est vrai, ceci est la vérité. Considérez la perspective avant d'argumenter. Mais en fait, même ça, c'est faux. Parce que celui qui dit ceci est la vérité, il ne voit pas l'autre côté. Et puis, vous qui regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas la vérité de l'objet. Ce que vous voyez, c'est des images que vos codes et vos bâtonnets ont reproduit dans votre œil. Que c'est votre cerveau qui traduit ça en disant c'est la vérité. Mais jamais un fait, et c'est pour ça que je termine, là nous avons fini, c'est pour ça que je n'admets pas cette décision de la Fédération internationale des journalistes, parce que on ne peut pas admettre qu'un fait puisse être décrit de façon objective. Remplacer, rechercher la vérité par décrire des faits, c'est un mensonge parce que décrire les faits, c'est décrire la vérité des faits. Donc ce n'est que reculer pour ne pas sauter, en fait. Voilà. Et puis, pour m'amuser, c'est la même chose. Vous inversez, c'est exactement le même graphique. Penchez la tête de l'autre côté, vous verrez, c'est la même chose. Donc voilà, je termine sur cette petite note et là vous verrez les moyens de me contacter après si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup.